Euh, eh bien, bonjour à tous. C'est un plaisir et un honneur d'être ici au Collège de France pour raconter des niaiseries. Je remercie chaleureusement Thierry de m'avoir invité à venir ici. C'est vraiment très sympathique. Alors, déjà, j'aimerais bien commencer par rappeler le titre de ce colloque pour les personnes qui se seraient trompées de salle. Donc, formalisation des mathématiques et types dépendants. Alors, si on analyse 30 secondes, on se rend compte qu'il y a une forme de tension assez violente dans le titre de premier abord. Parce que quand on regarde à gauche, donc on a formalisation des mathématiques, donc c'est marqué dessus, c'est comme le port salut, ça parle de mathématiques, alors qu'à la droite, on voit le mot ONI type, donc qui est un marqueur des informaticiens. Et donc, l'interprétation sémantique du « et » dans cette phrase est laissée au lecteur. Donc, en particulier, est-ce que c'est plutôt intersection, façon 50% homme, 50% machine, juxtaposition, Nicolas Pimprenel, ou superposition, chat mort et vivant à la fois, on ne sait pas trop. Alors, pour préciser un peu aux pauvres personnes qui seraient là et qui se demandent bien pourquoi je suis en train de faire ce genre de blague de mauvais goût, je vais rappeler assez brièvement pourquoi ce colloque existe même fondamentalement. C'est quand même, je pense que c'est un bon début. Alors, la raison historique pour l'existence de ce colloque, ça s'appelle l'équivalence preuve-programme. Alors, elle a beaucoup de noms, on peut l'appeler l'isomorphisme de Curry-Howard, la correspondance de preuve-programme, donc vous choisissez votre expression favorite. Et essentiellement, peut être résumé par ce sympathique diagramme. Alors là, j'ai mis deux mondes face à face. Donc d'un côté, à gauche, vous avez le monde mathématique et à droite, vous avez le monde informatique. Donc à gauche, un théorème assez trivial qui dit que tout entier n admet une division par 2. Donc ça ressemble à quoi? Donc on énonce le théorème, on commence par dire bon, je fais la preuve dit bon, par induction sur n, alors on a deux cas, si c'est 0, alors c'est complètement trivial, si c'est un successeur, on fait un appel à l'hypothèse de récurrence, il y a deux cas. Dans le cas de gauche, on dit bon, bah, c'est un entier impair, donc ça va, on a gagné. Sinon, c'est un entier pair qui est deux fois le cas de droite. Bon. Et quand on met en regard cette preuve, somme toute triviale, avec ce que fait un programmeur qui voudrait implémenter la division par deux, donc il dit bon, alors voilà, j'ai un terme div2 de type entier, flèche entier, croix booléen, avec un petit commentaire qui dit que cette fonction calcule la division par deux et renvoie un booléen qui indique la parité. Et ce qu'on regarde ce que fait la fonction, bon, bah, elle fait une analyse de cas, elle dit si n c'est 0, bon, bah, je fais un truc bête, et si n est un successeur, et ben, je fais un appel récursif. Et dans le cas où j'étais pair, alors je renvoie de P, et sinon je renvoie P plus 1 avec le bit de parité qui est flippé. Et alors, quand on regarde vraiment dans les trous de nez ces deux tableaux, on se rend compte assez rapidement que c'est strictement la même chose. Les deux constructions suivent le même genre de structure, on a un énoncé de type, on a une preuve en dessous, et même la preuve en fait suit la même structure et respecte, enfin elles sont vraiment on peut tracer une équivalence assez immédiate entre chacun des composants, des sous-composants de la preuve. Bon, et ben cette équivalence-là, donc l'équivalence de Curry-Howard, c'est la base de la théorie des types. Et donc la théorie des types, donc il y a beaucoup de manières de percevoir ce que c'est que la théorie des types. Donc si on vient plutôt du monde de la logique et des mathématiques, on peut voir ça comme une sorte de système fondationnel où on pourrait écrire toutes les mathématiques raisonnables. Alors elle est un peu étrange parce qu'on a une notion de calcul qui est câblée en dur, donc c'est un peu étrange pour un mathématicien de premier abord. On a aussi beaucoup de structures inductives qui ne sont pas très fréquentes en mathématiques, mais malgré tout, on arrive à y retrouver ces petits, on sait que on arrive à faire des vraies mathématiques. Si on l'aborde du côté plutôt langage de programmation, en fait, la théorie des types, on peut essentiellement concevoir ça comme un langage de programmation dont le système de typage est si riche qu'il permet d'éviter les bugs simplement par typage. Donc en fait, on peut prouver qu'un programme est correct directement dans le même langage que celui où on écrit le programme, donc ça c'est quand même assez agréable. Par contre, il se passe des choses un peu étranges pour le programmeur, qui est qu'il n'y a pas de séparation très très claire entre d'un côté le typage, donc le fait de vérifier qu'un programme est bien formé, et le contenu calculatoire de ce programme. Donc on a des bouts de programme qui peuvent se mettre à tourner alors qu'on est en train de vérifier qu'un terme est bien typé, ce qui est pas très standard et assez étonnant du point de vue informaticien. Alors, cette équivalence-là de théorie des types, elle est incarnée, on va dire, dans des systèmes. Alors, c'est une famille de systèmes plus qu'un seul système, mais pour le besoin de l'exposer, je vais les réunir sous un seul chapeau de nom qui s'appelle
donc, plutôt théorie des types de Martinov, donc Martinov Type Theory, ou calcul des constructions inductives. Alors, en première approximation, c'est essentiellement la même chose, hein, y a pas de, c'est des différences, c'est plutôt des querelles de chapelle qui font que ces deux systèmes n'ont pas le même nom, mais c'est vraiment le même système, et c'est vraiment quelque chose qui rend formelle cette dualité entre logique et calcul. Et en particulier, ces deux systèmes-là enfin, ce système de chapeau est implémenté dans un certain nombre d'assistants à la preuve. Alors, donc, les trois plus célèbres sont donc Agda, qui est plutôt côté MLTT, et Lean et Rock, anciennement Coq, qui sont plutôt calcul et construction inductive, mais essentiellement, c'est quand même toujours la même chose. Bref. Donc, avant de poursuivre plus avant, j'aimerais bien cracher le morceau et parler un peu de moi, parce que bon, moi qui suis toujours si fier, je parle toujours de moi. Alors, vous auriez sans doute deviné que je suis un informaticien, donc je suis du mauvais côté de la correspondance de Curie Award. J'ai soutenu ma thèse en 2015, donc je balance un peu entre deux âges, et je suis spécialiste de la théorie des types, pareil à mon corps défendant, et pour ajouter encore, pour empirer, en tant que circonstance aggravante, il se trouve que je suis aussi un des principaux développeurs d'un assistant à la preuve, donc j'ai un peu une pratique hybride de la théorie des types qui est à cheval entre les systèmes à poil bleu très théoriques et le triste détail de très bas niveau du quotidien de l'implémentation de la théorie des types. Donc c'est intéressant ce balancier. Je tenais à vous prévenir, donc Thierry nous avait dit oui, alors idéalement, il faudrait parler peut-être de l'univalence comme nouvelle fondation, etc., etc. Alors, je ne tiens pas à faire un exposé sur les isomorphismes canoniques ou pas, du reste. Donc, j'ai intuité le fait que le public risquait d'être à la fois très divers, donc qu'il allait y avoir un mélange de mathématiciens et d'informaticiens, mais aussi de personnes qui ne sont pas forcément des experts. Donc, j'ai décidé, enfin, c'est un parti pris, de faire un exposé qui a essentiellement zéro contenu technique. Donc, un des interdits, le tabou, c'était « je n'ai pas le droit d'écrire de lambda terme », par exemple. Bon, on fait ce qu'on peut. Et je demande pardon par avance aux portes ouvertes et aux informaticiens, mais je risque d'enfoncer pas mal de portes. Donc voilà, pour la moitié du public qui est informaticien, je vous demande de prendre votre mal en patience. Et puis pour les autres, j'espère que ça sera intéressant. Alors, donc un tout petit peu d'histoire encore, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Selon à qui vous demandez, les gens vont vous dire, bon, la théorie des types, il y a plusieurs origines. Alors par exemple, si vous demandez à quelqu'un qui vient plutôt logique, théorie des ensembles, ils vont dire, oui, alors c'est Russell, dans les années 20, la théorie des types, c'est ça. Si vous demandez plutôt à des gens donc comme Martinov, d'où vient, qui est l'inventeur de la théorie des types moderne, c'est essentiellement basé sur une vision plutôt philosophique de la chose. Et si vous demandez à un informaticien retors comme moi, ben, c'est évidemment un raffinement du lambda calcul. Et alors, si vous demandez à un catégoricien, vous avez des chances qui vous parlent d'algèbre universelle ou de choses absolument incompréhensibles. Donc, bon, je ne vais pas prendre parti. Par contre, il y a quelque chose qui est relativement évident, c'est que donc les gens qui ont inventé la théorie des types, c'est pas clair. Par contre, les premiers utilisateurs de la théorie des types, là, c'est nettement plus clair, parce que, évidemment, ce sont les informaticiens. Donc, c'est eux qui ont commencé à implémenter la théorie des types dans les assistants à la preuve. Alors, donc, on cite souvent Automate dans sa version historique, mais c'était un peu de la théorie des types primitive, on va dire. Enfin, c'est assez différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Probablement, la vraie incarnation moderne de la théorie des types, ce serait plutôt Koch, donc au mi-temps des années 80. Donc, clairement, les informaticiens ont un pas d'avance par rapport aux mathématiciens sur ce point de vue-là. En fait, si on regarde un peu depuis combien de temps les mathématiciens utilisent l'assistant à la preuve, bah, c'est relativement récent, donc ça a explosé avec l'assistant à la preuve dont on ne doit pas prononcer le nom qui est Lean. Et donc, outre que c'est récent, c'est encore un sujet qui est assez niche chez les mathématiciens. Donc, ça a été un peu mentionné par Antoine ce matin, où ça peut poser des questions, où est-ce que je publie en informatique, en mathématiques. Donc, on sent que le terrain est encore un peu meuble, on ne sait pas trop où met le pied. Et il y a un certain biais de sélection d'un certain fragment des mathématiques qu'on trouve plus facilement dans la preuve que dans d'autres, qui est lié à encore une fois, des critères un peu historiques et sociologiques. Et alors, donc ça c'est mon avis personnel, hein, c'est que j'ai été un peu
choqué, mais j'imagine que le choc est partagé en fait par des mathématiciens, c'est que le public mathématicien n'a pas du tout la même relation aux assistants à la preuve que le public informaticien. Donc en particulier, ils ne veulent pas faire la même chose, ils n'ont pas du tout le même point de vue sur les objets qu'ils manipulent, ils ne sont pas autant versés dans des considérations sur la théorie du langage de programmation, autre joyeuseté. Donc c'est intéressant, enrichissant, dirait l'autre. Mais il y a quand même des points de friction non négligeables qui restent malgré tout probablement créatrices, dans le sens où ça va permettre de faire apparaître un peu de vraie science. Alors en particulier, c'est très rigolo parce que donc, on en a eu un avant-goût ce matin, c'est que quand on commence à utiliser un assistant à la preuve, on se pose des questions pour de vrai. Et pas à base de ce quoi je demande, en disant oui, je peux bien me débrouiller, je vais réussir à trouver, les entiers ça existe, donc voilà, donc j'utilise les entiers. Voilà. Bon, là on peut se poser des questions du genre, bon, alors j'ai plusieurs représentations des entiers, laquelle je vais utiliser, donc comme le mentionnait Assia ce matin, il faut développer des stratégies pour passer d'une structure à l'autre. Donc déjà là on sent que ça devient un peu délicat. Et en fait, c'est encore pire que ça, parce que très rapidement, on commence à se poser vraiment des questions fondamentales sur la théorie des types, le langage en général. Donc, est-ce que je suis capable de trouver une représentation d'une structure de données qui aurait de bonnes propriétés? Est-ce que je peux me débrouiller pour câbler en dur certaines propriétés de mes encodages qui auraient, par exemple, des propriétés de strictitude agréable, voilà. On arrive rapidement à des questions du genre « Ah, mais en fait, j'ai réussi à montrer quelque chose à isomorphisme près, et en fait, j'ai un quotient strict. Est-ce que ce serait pas possible de le transformer en égalité ?» Donc là, on commence à voir que... oui, hier, au repas... gentiment payé par le Collège de France. On a eu un certain nombre de discussions. On sentait bien que les mathématiciens commencent à mettre le doigt dans un engrenage qui risque probablement de leur arracher le bras. Et en fait, parce que le problème est le suivant, c'est que ce genre de questions, ce sont des questions sur les fondations. Et alors, si vous employez ce mot-là devant un mathématicien, la réponse canonique, c'est ça, c'est « niet ». Donc, les mathématiciens ne veulent pas entendre parler de problèmes de fondation et plus généralement de problèmes de logique. Et bon, je trouve ça très regrettable, mais je profite de cet exposé pour un peu faire ma psychanalyse et dire ce que j'ai sur le cœur depuis de très nombreuses années. Donc en particulier, en fait, si on regarde généralement le discours des mathématiciens sur la logique, c'est que ça ressemble, il y a un petit caractère allergique, on va dire. Et alors, c'est encore pire quand on parle de fondation. Alors là, vraiment, c'est une faute de goût impardonnable de parler de fondation avec les mathématiciens. Et c'est encore pire que ça en France. Donc c'est un peu plus léger dans les autres pays, mais alors en France, c'est immédiat. Et alors, en général, selon leur niveau de classe ou alors le nombre de bières qu'ils ont dans le nez, ça commence par ça m'intéresse pas, bon c'est leur droit, hein, ça m'intéresse pas, c'est leur droit. Le niveau suivant, ça sert à rien, bon pourquoi pas, j'entends, peut-être que je perds mon temps. Et le niveau supérieur, c'est Poincaré qui nous disait la logique n'est plus stérile, elle engendre des paradoxes. Donc là vraiment, on sent l'élitisme à la française dans toute sa splendeur qui tape. Bref. Et en fait, je profite donc de cette slide pour faire une petite publicité pour un article d'un mathématicien qui s'appelle Hilbert Bourbaki de Scorning of Logic, qui ressemble plus à un mini-bouquin qu'à un article, ça doit faire 80 pages facilement. Et ça raconte en long, en large et en travers pourquoi, en particulier en France, il y a ce phénomène de rejet de la logique. Et je recommande vraiment chaudement la lecture. Il y a des extraits in extenso de citations de Bourbaki, c'est vraiment très intéressant. Bref, donc en tout cas, ce que je voulais dire dans cet exposé, c'est que quand on formalise, les fondations, c'est important. Alors, je ne vais pas vous mettre une liste de raisons à coucher dehors. Essentiellement, le but de l'étude des fondations, c'est de pouvoir s'en passer. Et cet exposé, je vais essayer de vous convaincre que c'est effectivement le cas, et en utilisant et en abusant surtout de la correspondance de Curry-Howard. Et notez bien que je suis un dangereux informaticien et j'en ai pas honte. Donc, au risque de me répéter, la théorie des types est un langage de programmation. Alors, regardons un peu ce qui se passe du côté des langages de programmation. Et là, on est choqué d'une chose, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de langages de programmation. Alors, quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Si on regarde, alors j'ai posé la question à notre ami Saint Google, donc il nous dit, 8000 langages de programmation, alors je pense que c'est une sous-estimation d'au moins 2 ordres de grandeur. Non, alors ça dépend de ce qu'on appelle langage de programmation, parce que, par exemple,
il est d'usage que tout ingénieur en informatique implémente son propre langage de programmation une fois dans sa vie, voire plusieurs. Alors je me tourne pas vers Xavier pour dire combien de langages, mais disons qu'il y a certaines personnes qui sont responsables, ont commis plus de langages de programmation que d'autres, mais en tout cas, il y a une tendance à avoir plus de langages que de théoriciens des langages de programmation. Donc évidemment, ça explose assez rapidement. Bon, donc en tout cas, il y en a vraiment beaucoup de langages de programmation. Et alors là, il y a un truc qui est rigolo, parce que quand on regarde les fondations mathématiques de langages de programmation, en fait, ils sont, sauf exception, tous équivalents. Il y a un concept qui s'appelle la complétude de Turing, et tous les langages sont éco-expressifs, on peut écrire tous les programmes dans un langage de programmation dès lors qu'il est Turing complet. Donc on a une borne sup de ce qu'on peut faire avec les langages de programmation. Et donc une question naturelle, c'est pourquoi y a-t-il diable autant de langages de programmation s'ils sont tous équivalents? Et alors là, je me tourne vers un informaticien, parce que là j'ai mis ma casquette d'informaticien, c'est Alan Perlis qui nous dit prenez garde à la fausse habitude de Turing, dans laquelle tout est possible, mais rien d'intéressant n'est facile. Et en fait, on se rend compte de quelque chose d'absolument critique, je pense, dans cette citation, c'est que la notion d'intéressant n'est pas du tout absolue. Selon qui vous êtes, vous n'avez pas du tout les mêmes besoins de programmation. Par exemple, si vous demandez à un développeur kernel ou à un développeur de jeux vidéo, ils ne vont pas du tout avoir les mêmes besoins en termes de langage de programmation. Ils ne vont pas manipuler les mêmes objets, pas les mêmes abstractions, ils n'ont pas le même genre de problématiques d'efficacité, etc., etc. Et donc c'est ça la cause de l'existence de tant de langages de programmation en informatique, c'est qu'il y a des langages pour quasiment tous les besoins. Donc en particulier, comme il n'y a pas de besoin universel, il n'y a pas de meilleur langage. Alors on peut discuter sur des langages qui sont mieux que d'autres, ça je pense que c'est le cas, mais en tout cas c'est un ordre partiel. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un langage qui est un sup de tous les langages meilleurs. Et donc le critère qui est important, c'est que le langage soit adapté à l'usage que vous en faites. Bon, maintenant tournons-nous vers la logique, là je remets ma casquette de logicien, et bien là c'est beaucoup plus rigolo parce qu'on est dans une situation où il n'y a pas de logique universelle. Donc, le théorème d'incomplétude de Gödel nous dit oui, en fait toutes les logiques, il y a des logiques plus puissantes que d'autres et on peut pas montrer, c'est comme ça, c'est un fait fondamental des mathématiques qu'on représente souvent par des tortues empilées les unes sur les autres. Et donc ça dit qu'en particulier il n'y a pas de fondation ultime. On trouvera toujours une tortue en dessous. Mais ça, c'est un faux problème. Ça, c'est un problème de logicien. En fait, on s'en contre-tamponne de la notion de la puissance expressive en termes de logique. En fait, la plupart des mathématiques usuelles se font dans des systèmes logiques relativement faibles. Ce qui est important, c'est pas ça, c'est l'expressivité linguistique, c'est-à-dire la capacité à manipuler les objets qui vous intéressent personnellement, et pas le fait que la logique soit capable de prouver la terminaison, je ne sais quel système de réécriture qui n'existait que pour montrer des contre-exemples dans des livres obscurs. Alors, quand on regarde maintenant la quantité d'assistants à la preuve basés sur la théorie des types, il y en a à peu près 3. Je les ai cités tout à l'heure, c'est Agdalin et Rock, pardon. J'ai mis mature, il y en a d'autres. Hein. Il y a des assistants un peu expérimentaux. Mais en tout cas, il y en a là on sent qu'on est en train de toucher du doigt un paradoxe, parce que contrairement au cas de l'informatique, en théorie des types, il y a peu d'assistants à la preuve par rapport à la pléthore potentielle d'expressivité logique. Donc là, il y a Anguille sous roche, mais il faut peut-être creuser un peu pour voir ce qui se passe. Et en fait, si on regarde la pratique mathématique, donc là je recule un peu en termes d'analyse sociologique, c'est bien pire que ça, parce qu'en fait ça n'existe pas la mathématique. C'est une construction sociale où on a mis ensemble des gens qui n'avaient pas grand-chose à voir. En fait, quand on regarde de près ce que font les mathématiciens, il y a très peu de similarités entre des domaines très distants. En particulier, plus les mathématiques sont modernes, plus elles ont divergé en termes de profondeur de champ. Et donc en fait, c'est vraiment très divers. En particulier, que ce soit les objets qui manipulent ou même les techniques de preuve, je ne sais pas si vous allez demander, voilà, un géométricien, un algébriste, je ne sais pas comment on dit, mais, ou bien quelqu'un qui font, des gens qui font... du calcul formel ou je ne sais quoi, enfin bref, ou des probabilistes par exemple. Il y a vraiment de tout et des techniques qui sont pas du tout transférables d'un monde à l'autre. Alors on peut à côté. Mais ce qui est rigolo, c'est que même d'un point de vue de langage de surface, donc pour le profane, on a l'impression d'écrire des symboles avec des pourtours, des variables, machin. Mais en fait, même la manière dont les gens conçoivent les objets qui manipulent, que ce soit au tableau ou sur papier, elle est très variable. Donc il y a traditionnellement cette opposition entre l'algèbre et l'analyse, mais on voit déjà par exemple des gens qui auraient plutôt côté algébriste, qui auraient une tendance à représenter les choses par des symboles, des gens qui font une représentation pictoriale soit à coup de diagramme, soit à coup de représentation un peu schématique, que ce soit toutes sortes de constructions un peu plus combinatoires, mais bon. Et donc
il y a vraiment une espèce de notion de langage dédié. Si on prend un expert d'un domaine X, il aura vraiment une approche dédiée d'une espèce de notion intuitive de la manipulation des objets qu'il peut faire, et qui sont vraiment pas du tout stables par translation à un autre domaine. Alors là, je ne vous demande pas d'acheter ce que je dis, de me faire complètement confiance. Donc là, j'ai pris une BD qui est due à Abstruse Goose, donc très bonne BD qui a malheureusement cessé d'être publiée. Et donc voilà, donc là, on a un géométricien algébrique, c'est comme ça qu'on dit en français, qui essaye de parler à quelqu'un qui fait de l'analyse numérique et qui lui parle d'un papier sur les orbifold quantum cohomology, blablabla. Et le monsieur en face, il dit quoi? Alors je pense qu'en fait, il aurait pu lui dire Nani ou n'importe quel autre, ou Shto, je sais pas. Mais en fait, la divergence continentale est telle, je pense, dans les mathématiques modernes, que c'est des gens qui, en fin de compte, parlent plus du tout le même langage et font au moins superficiellement semblant de se reconnaître en tant que mathématiciens. Mais quand on regarde vraiment dans le détail ce qu'ils font, il y a vraiment une variété linguistique absolument effarante. Alors, moi, je suis convaincu que c'est normal. Donc, prenons une approche empirique, si les gens le font de cette manière-là, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, je pense que c'est le phénomène de Sapir-Whorf qui dit, mais à l'envers, qui nous dit que le langage, la création d'un langage permet la manipulation des objets. Et donc, en l'absence de ce langage-là, si on n'a pas le langage adéquat pour manipuler et construire les objets, en fait, on se noie dans la fausse habitude de Turing. Et on est incapable, en fait, les concepts nous passent par-dessus, on est incapable de progresser, parce qu'en fait, ces choses-là nous passent complètement au-dessus de la tête. Donc c'est un peu, je sais pas si vous avez vu le film Premier Contact, où il y a des extraterrestres qui commencent à parler avec des symboles comme ça. Mais je pense que les mathématiques, c'est un peu comme le film Premier Contact, c'est qu'en fait, en apprenant le langage des mathématiques, on développe des super-pouvoirs qui nous permettent de manipuler des objets qui, autrement, nous seraient jamais parus comme étant ni naturels, ni même envisageables. Et donc, la croyance fondamentale à laquelle je tiens, c'est que cette diversité de langage des mathématiques devrait être portée à la formalisation des mathématiques, et c'est un critère vraiment essentiel à la formalisation des mathématiques modernes, si on veut réussir à pouvoir porter cette richesse des mathématiques. Il faut que le langage dans lequel on manipule ces mathématiques soit aussi reflété dans l'assistant à la preuve. Donc en particulier, alors je vais revenir un peu sur l'informatique très rapidement, mais il y a vraiment eu un phénomène à partir des années 80 où l'émergence des langages de haut niveau ont rendu possible l'implémentation de choses qui autrefois étaient juste impensables. Par exemple, le fait d'avoir un garbage collector, ça change la vie. Et bien là, c'est pareil, je pense que le fait de créer des langages de programmation avec des abstractions de haut niveau, ça change la vie et ça rend des choses possibles qui autrefois auraient été considérées comme relevant du domaine du fantasme. Voilà, il y a un problème cependant, c'est qu'on pourrait dire, bon, bah, très bien, j'accepte, et je vais inventer un assistant à la preuve par domaine des mathématiques. Et alors là, il y a un gros problème, c'est qu'on risque une énorme déperdition d'efforts, parce que tous les gens vont implémenter leur propre assistant à la preuve, et on va dupliquer les efforts, parce qu'il y a quand même des sous-bassements un peu communs, et en particulier, il va y avoir un gros problème pour passer d'un assistant à la preuve à l'autre, et de faire communiquer les assistants à la preuve. Alors, si on se retourne vers les informaticiens, le multilinguisme de surface des informaticiens, alors Xavier ne regarde pas cette slide, il y a une petite photo non contractuelle ici, il y a un truc universel chez les informaticiens, ça s'appelle l'assembleur, ou en tout cas le code machine, c'est suffisamment proche pour que ça soit identifié dans cette slide-là, et tous les langages de haut niveau qu'on peut créer, ils sont essentiellement compilés vers cet assembleur. Alors, il peut y avoir des couches intermédiaires, on peut avoir un interpréteur au milieu avec des VM, des choses comme ça, mais in fine, tous les langages de programmation de haut niveau tournent sur le même matériau physique. Donc, c'est quelque chose qui est quand même remarquable. Et c'est pour ça que du point de vue d'un informaticien, nos fondations à nous, c'est notre assembleur. Il peut y avoir plusieurs fondations, comme il y a plusieurs assembleurs. Si vous faites du x86 ou de l'ARM ou je ne sais pas quoi, eh ben, ce n'est pas le même assembleur, mais on s'en fiche parce qu'on est tous relativisés à cet assembleur-là. Et les couches d'abstraction qu'on a créées nous permettent de nous défaire de ces considérations de bas niveau. Je ne veux pas savoir ce que fait l'assembleur. Moi, j'ai envie de faire des preuves ou des programmes dans le langage de haut niveau. Alors, c'est à peu près ça le pitch que je veux vous vendre. C'est que je pense que le temps est venu pour les mathématiciens d'apprendre ce que c'est que la compilation pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, vous voyez, vous avez à droite une théorie des types qui est votre assembleur à vous, et à gauche, vous avez, alors j'ai pris l'exemple de la BD, la cohomologie des orbivariétés quantiques, que j'ai plaisamment nommé Corky. Et donc, vous avez une des tâches du mathématicien
dans le développement de la probabilité par ordinateur, ça va être de faire de la compilation pour pouvoir rendre ce genre de diagramme possible et de pouvoir raisonner dans des langages de haut niveau qui compilent vers un assistant à la preuve. Et tout ça, pourquoi? Pour s'asseoir sur les fondations une bonne fois pour toutes. Alors voilà, donc genre, je vous remets le diagramme, et c'est malheureusement plus facile à dire qu'à faire, parce que donc là, vous voyez, il y a 3 composantes dans ce diagramme. Donc à gauche, vous avez la théorie mathématique qui vous intéresse, à droite, vous avez la théorie des types arbitraires, et au milieu, vous avez la phase de compilation. Donc à gauche, je considère que c'est plutôt le boulot des matheux. Alors les matheux ne sont pas forcément très très bons pour créer des langages de programmation, souvenez-vous de tech, mais malheureusement, c'est eux les experts du domaine, donc eux ils savent ce qu'ils font, c'est pas mon rôle de savoir ce que c'est que la cohomologie de l'orbivariété quantique. Je peux interagir avec eux pour les guider sur les bonnes propriétés, mais en tout cas ce côté-là est plutôt chez eux. Les deux autres côtés, la compilation et la théorie des types, alors vous pouvez nier le fait que la théorie des types est un sujet à part, en tant que mathématicien, vous pouvez complètement ignorer ce truc-là, ça c'est le boulot des théoriciens des types, très bien. La compilation, moi je pense qu'il y a des vrais morceaux de mathématiques cachés là-dedans, dont je vais parler sous peu. Voilà, donc voilà, maintenant vous êtes au courant. Je vous prie, ceci est un appel à contribution à la direction des mathématiciens. Vous pouvez trouver mon numéro de téléphone ou mon adresse mail. Bref, donc il y a du boulot et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant à faire sur ce point de vue-là. Alors, donc dans la suite de cet exposé, je vais prendre 3 exemples absolument et totalement objectifs, ça n'aurait rien à voir avec le fait que j'ai travaillé dessus, sur le type de problématique qui se pose dans chacun des composantes de ce diagramme. Alors j'ai dit que le côté gauche, je m'en fichais un peu, donc je ne vais pas vraiment en parler, ça c'est le problème des matheux. Mais je vais parler de 3 cas plus intéressants. Alors, donc, le premier, là, je vais me focaliser sur la notion de calcul, alors sur la compilation en particulier, et vous expliquer pourquoi la notion de calcul est extrêmement problématique. Alors, le cas typique, donc j'ai parlé tout à l'heure de la cohomologie des orbivariétés quantiques, je devrais l'écrire sur un papier pour m'en souvenir. Le cas idéal, c'est quand on parle non pas d'une théorie mathématique à poil bleu, c'est qu'en fait le langage source est aussi une théorie des types. Donc le diagramme général que j'aime beaucoup écrire dans ce cadre-là, c'est comme on peut le percevoir comme ça, c'est qu'à droite vous avez votre assistant à la preuve standard, vanille, et à gauche vous avez une théorie des types avec plein de trucs en plus, mais ça reste une théorie des types, donc on peut vraiment le percevoir comme une extension de la théorie des types possible. Donc vraiment, les deux systèmes sont suffisamment proches pour juste parler d'extension. Alors, un des avantages de ce genre de compilation-là, c'est que comme le côté gauche est une extension du côté droite, tout ce que vous avez prouvé à droite s'inclut trivialement dans ce qui est à gauche. Donc vous pouvez partager immédiatement les bibliothèques, tout le code que vous avez écrit va être porté facilement. Donc encore une fois, la puissance, quand je parle de puissance expressive, j'insiste, je ne parle pas de puissance expressive logique, mais de puissance expressive linguistique. Donc vous pouvez manipuler des concepts de première classe directement sans jamais avoir à passer dans l'assembleur de bas niveau. Il y a un mot pour ça, que je pense que ça vaut le coup de le mentionner, donc on appelle ça l'approche synthétique dans ce cas-là. Alors il y a un certain nombre d'approches synthétiques, alors j'en ai cité plusieurs, donc celle qui est la plus célèbre probablement aujourd'hui, c'est l'homotopie synthétique. Donc en première approximation, vous pouvez considérer que l'homotopie synthétique, c'est la théorie homotopique des types, et donc c'est essentiellement la théorie des types de Martin-Neuf, plus l'axiome d'univalence. Et si vous êtes un peu gourmand, vous pouvez aussi demander l'existence de higher inductive types et autres joyeusetés du même genre. Mais essentiellement, HOT, ça reste une extension de la théorie des types de Martin-Neuf, donc on est vraiment dans ce cadre-là. Il y a un autre domaine qui a été un peu étudié récemment, donc c'est la calculabilité synthétique. Donc là, cette fois-ci, on change complètement d'objet qu'on manipule. Donc, dans le cas homotopie synthétique, les types représentaient moralement des espaces, des infinis groupoïdes. En calculabilité synthétique, cette fois-ci, on change de focus, ce n'est pas les types qui nous intéressent, c'est plutôt les fonctions, et on décrète que dans notre théorie des types, les fonctions sont des fonctions calculables. Donc toute l'axiome CT, là, c'est la thèse de Church qui vous dit que toutes les fonctions sont in fine des algorithmes. Donc c'est un axiome assez sympathique.
Et l'avantage de cette approche-là, c'est qu'on peut faire des preuves vraiment de très très haut niveau de calculabilité. Alors je ne sais pas si vous avez eu le malheur de faire des preuves de calculabilité quand vous étiez en undergrad. Et bon, c'est un peu un traumatisme latent chez moi. C'est pareil, je continue ma psychanalyse. Voilà, vous pouvez faire les preuves, que ce soit du théorème d'incomplétude de Gödel ou de je ne sais quoi. Enfin bon, tout théorème de Rice, bref. Toutes ces choses-là, en fait, sont essentiellement trivialisées par cette approche-là. Donc c'est vraiment magique d'avoir accès à ces constructions de haut niveau, parce que en fait, des choses qui vous paraissaient absolument intractables deviennent transparentes, sinon triviales. Donc en fait, le problème de l'approche synthétique, si j'ose dire, c'est que ça a l'air de rendre votre travail trivial aux autres mathématiciens, donc c'est peut-être pas un bon plan pour avoir l'air un peu obscur et sérieux, mais en tout cas, vous pouvez toujours leur donner l'assembleur généré par compilation. Et vous leur dites, ah ben voilà, j'en ai souffert, j'ai écrit, alors regardez tout cet assembleur que j'ai généré, et surtout vous gardez le code source et vous dites, ah non, ça c'est ça. Bref, donc voilà le cadre général de ce genre d'approche, où on étend vraiment une théorie des types par des nouveaux axiomes sur la gauche. Alors, c'est l'exemple tarte à la crème. Il y a une famille de constructions bien connues en théorie des topoi qui s'appelle les pré-faisceaux, enfin faisceaux ou pré-faisceaux. Et donc, bon, alors l'appellation est de moi, mais j'aime bien appeler ce genre de construction la logique IKEA, donc c'est de la logique qui vient en kit. Et donc, d'un point de vue au niveau, alors je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c'est une construction qui est bien connue, vraiment, enfin, c'est vieux, c'est sédimenté, on parle des années 70 ou même avant, on parle vraiment de choses qui sont très très bien connues, donc là on est en âge, en territoire, mais plus que connu, enfin ça a été étudié dans tous les sens, c'est le truc qu'on apprend vraiment très tôt. Et essentiellement, les constructions de préfaisceaux et de faisceaux, c'est des espèces d'usines à gaz catégoriques, donc vous prenez une espèce de logique, voilà, et puis vous interprétez ça dans un truc à coucher dehors, avec beaucoup de symboles qui ont l'air sérieux, et vous comprenez rien à ce que vous faites, et à la fin ça marche, puis il y a un théorème de soundness, voilà, bon. Et en fait, essentiellement ce genre de travail pénible et herculéen, où on est obligé de faire du travail de bas niveau, de montrer des propriétés, et à la fin de montrer un lemme de soundness, ça c'est l'archétype de la compilation à la main. Là, on est en train donc les gens qui font des modèles de pré-faisceaux et de faisceaux, c'est des gens qui font de la compilation à la main et qui écrivent de l'assembleur et qui disent ah on est content. Et à la fin, ils finissent par raisonner. Une fois qu'ils ont montré que leur assembleur avait suffisamment de bonnes propriétés, en général, ils raisonnent dans le langage interne du topos qu'ils ont généré et ils parlent plus trop d'assembleur, sauf pour pouvoir vérifier que certains trucs sont validés dans leur modèle. Ce genre de construction-là a le bon goût d'être universel dans un certain sens pour une famille de logiques qu'on appelle positive. Et donc c'est vraiment systématique. Vous me donnez la logique qui m'intéresse. J'ai une construction de complétude systématique. Je déroule, pam pam pam. À la fin, je regarde même plus vraiment ce qui se passe, mais je sais que ça existe et je suis content. L'autre bonne nouvelle, c'est que si on regarde dessus suffisamment loin, donc là je prends un pas de distance, vous m'entendez plus, ça tombe bien. Si on regarde dessus suffisamment loin, la théorie des types et la théorie des topoi, ça se ressemble quand même pas mal. Donc en particulier, d'un certain point de vue, les topos sont une forme de théorie des types. Donc on pourrait se dire, bah c'est facile, toutes les constructions que je fais en théorie des topoi, je peux les transporter en théorie des types pépouze. Donc, en particulier, si je m'intéresse à ma construction de préfaisceaux en kit, bah, je dis, ça devrait être facile, non, hein, d'implémenter les préfaisceaux en théorie des types 1. Bon, par compilation. Donc là, j'insiste, ce qu'on faisait tout à l'heure, on décrète que c'est une étape de compilation, et on va mettre nos lunettes d'informaticien et on va dire très bien. Bon, hein, c'est facile, hein. En fait, non, pas du tout. Le problème, c'est que, au risque de me répéter, la théorie des types est un langage de programmation, et les langages de programmation, ça calcule. Et en particulier, en théorie des types, il y a une opposition très forte entre deux notions fondamentalement différentes, mais qui apparaissent très similaires dans l'esprit du profane. C'est la différence entre la conversion, qu'on appelle aussi égalité définitionnelle, et l'égalité propositionnelle, qui est l'égalité mathématique habituelle. Alors les catégoriciens ont tendance à occulter le côté gauche et à rajouter un côté droite en parlant d'égalité homotopique, mais là je m'intéresse à deux types d'égalité que les mathématiciens auraient tendance à parler d'égalité stricte, mais c'est pas la même égalité stricte dans mon modèle. Il y en a une qui est câblée en dur, c'est un jugement, donc c'est vraiment une propriété de la théorie des types, c'est pas un objet sur lequel je peux quantifier, sur lequel je peux raisonner,
c'est câble en dur. Alors que le truc à droite, c'est vraiment une égalité entre deux objets M et N que je peux refléter dans la logique comme un objet de première classe. Donc à gauche, c'est du calcul, à droite, c'est de la logique. Et là où c'est un peu problématique, c'est que ces deux notions d'égalité coïncident dans les topoi, enfin la catégorie générale, mais pas du tout en théorie des types. Ces deux trucs sont vraiment fondamentalement distincts, et ce qui est vraiment problématique, c'est que si vous essayez de prendre la traduction de préfaisceau à la hussarde, là vous prenez un préfaisceau sympathique, et vous tentez de le traduire, et hop, vous vous rendez compte que ça ne marche pas, parce qu'il faut que ces deux machins-là soient identifiés pour que la traduction marche. Alors il y a une solution évidente qui dit, bon, bah, je vais prendre ma théorie des types et je vais lui rajouter ce qui est vrai dans les topoi. Bon. Sauf que si vous faites ça, en fait, je pense que vous revenez en arrière d'un certain nombre de décennies, et c'est une régression au sens quasiment épistémique, on va dire. Hein. En particulier, toutes sortes de bonnes propriétés de l'implémentation de la théorie des types qui partent avec l'Audubin, la décidabilité, le depth-checking et autre joyeuseté. Donc on peut le faire, mais c'est vraiment pas satisfaisant. L'autre approche consiste à dire, bah, en fait, les préfaisceaux, ça marche pas, donc il faut faire autre chose. Et donc... on peut remplacer, donc ça c'est le résultat d'un certain nombre d'années de travail avec des collègues pour réussir à faire passer cette traduction-là. On a remplacé les préfaisceaux par une traduction qu'on appelle préfasciste, qui vient, dont la motivation, enfin la construction est vraiment intuitée de construction de la théorie des langages de programmation. C'est pas quelque chose qui nous est tombé du ciel par je sais pas quel argument catégorique, c'est plutôt on regarde ce qui se passe dans la théorie des langages de programmation et comment on va faire pour réparer le problème. Et cette construction-là, elle préserve la conversion, donc ça marche. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment pas des préfaisceaux et c'est vraiment pas un truc qu'on voit naturellement dans les présentations habituelles des catégoriciens. Alors, j'ai parlé que de préfaisceaux jusqu'à présent. Là, je tiens à dire que donc, les faisceaux, on peut aussi faire des faisceaux, mais en fait, le problème se pose autrement. Les mathématiciens ont une tendance aussi à mélanger les préfaisceaux et les faisceaux, mais en fait, on peut faire des faisceaux tout à fait sans faire des préfaisceaux. C'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement, des préfaisceaux un peu synthétiques, on va dire. Et donc, bon, je ne veux pas trop en parler, mais stay tuned, comme disent nos amis d'outre-Manche. Bref, tout ça pour dire, je pense que c'est critique, en fait, de revisiter le folklore que les catégoriciens prenaient pour être vraiment établi, pour réussir à le porter en théorie de type. Il y a vraiment, là je m'adresse à un mathématicien, il y a vraiment des questions mathématiques intéressantes dans ces constructions-là, qui sont pas triviales, et fabriquer enfin, transformer les préfaisceaux en préfascistes, c'était pas trivial. Donc il y a vraiment, je pense qu'il y a vraiment dans cette mélasse de connaissances sédimentées, il y a vraiment des choses très intéressantes à revisiter pour voir si on peut faire quelque chose en théorie des types. Alors, le deuxième point dont je voulais discuter, c'était cette fois-ci se focaliser sur la théorie des types. Alors, je vais tenter de faire ça brièvement. Alors, donc, évidemment, on veut s'asseoir sur les fondations, mais c'est mieux si les fondations sont confortables pour s'asseoir dessus. Si c'est un siège à clous, ça ne va pas être sympathique. Donc, on a un peu une espèce de nécessité pour avoir des fondations qui sont à la fois les plus expressives possibles pour réussir à faire des trucs proprement, mais on veut quand même préserver les bonnes propriétés de la théorie des types, que sont par exemple la décidabilité, le checking, la canonicité, le contenu calculateur, etc., etc. Donc là, vous sentez déjà qu'il y a déjà une espèce de petite tension entre les deux points, parce que plus on aura une théorie de type expressive, plus ça va être difficile d'avoir les bonnes propriétés. Et inversement, si on veut avoir des bonnes propriétés, en général, il va falloir restreindre notre langage. Donc on sent que ça ne va pas très bien. Donc ça, je prétends que c'est plutôt le travail des informaticiens d'explorer la théorie des types, mais vous êtes les bienvenus. Hein, mais malheureusement, en France, il s'avère que si vous faites ça, vous devenez magiquement un informaticien. Bon. Mais c'est pas complètement, c'est pas de la recherche à vide, c'est que ça doit quand même être motivé par précisément cet impératif de compilation. Donc on essaye de voir jusqu'à quel point on peut rajouter des choses en théorie des types pour rendre la compilation plus facile. Et en particulier, moi, je me suis pris la tête avec un informaticien il n'y a pas si longtemps, en prétendant que les fondations doivent être évaluées sur des critères empiriques, et non pas des critères de « je crois que les ensembles flottent dans un espace à côté ». Non, 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 non. Il faut que une bonne fondation, c'est comme un bon assembleur, ça doit avoir de bonnes propriétés calculatoires, et c'est comme ça. Et c'est pas, je ne dois pas justifier ça par des arguments ontologiques de l'existence du Père Noël ou je ne sais pas quoi. Donc, par exemple, une question que vous pouvez vous poser naturellement, c'est est-ce que mes fondations doivent être plutôt univalentes ou plutôt UIP, ou peut-être autre chose, hein, vous pourriez être neutre, enfin on peut se décider. Bon. Donc là, il faut prendre, normalement, vous devez prendre votre Ohm et votre hallebarde et commencer à vous taper dessus. Et en fait, pourquoi pas les deux? Surtout, on va éviter de répondre à la question. Et pour ça, je vais vous parler brièvement d'une extension de
de CIC qui permet de mélanger ce genre de considération sans trop en souffrir. Et c'est ce qu'on appelle le polymorphisme de sorte. Alors donc c'est vraiment une idée d'une trivialité abétissante, mais ça change essentiellement votre vie quand vous commencez à mélanger les deux. Donc c'est très récent, je crois que les premières versions du polymorphisme de sorte de la dernière version, donc ça a été réalisé au mois de décembre, là on est vraiment dans la recherche qui se fait. Et c'est vraiment trivial parce que d'un point de vue logique, c'est une extension conservative, donc vous n'avez vraiment rien fait. Par contre, on est typiquement dans un cadre d'extension de richesse linguistique où vous avez la capacité de rendre votre langage de surface plus agréable sans en changer vraiment la sémantique attendue. Donc là, on est vraiment dans le cas idéal. Donc, qu'est-ce que c'est le polymorphisme de sorte? En fait, d'abord, il faut que je vous parle de ce que c'est que les sortes. Donc en ROC, vous avez une notion d'univers parallèle dans lequel vous quantifiez, ça classifie d'une certaine façon certains types de types et de propriétés. Donc vous avez 3 univers, prop, type, s-prop. Donc type, c'est les types habituels, les ensembles. Prop, c'est les propositions, c'est pas très bien défini. Et s-prop, c'est les propositions strictes, c'est celles qui ont au plus un habitant strictement. Et la raison pour laquelle il y avait cette stratification à l'époque, c'est pour des bêtes raisons d'extraction. Et chaque univers a une logique un peu différente. Et donc l'idée, c'est qu'on pourrait dire, en fait, pourquoi 3 et pourquoi pas plus? Je pourrais rajouter les types vibrants pour l'équivalence, je pourrais rajouter des types avec des égalités strictes, je pourrais rajouter toutes sortes de types à coucher dehors. Et parce que, en fait, la logique sous-jacente est complètement agnostique vis-à-vis de ce qu'on peut faire de ces sortes-là. Par exemple, donc ça c'est un exemple très connu, si vous avez juste des types vibrants et des types stricts, ça s'appelle la théorie des types à 2 niveaux. Mais on pourrait avoir plein d'autres niveaux. Et attention, donc là on a inventé un concept novateur en 2025, c'est la notion de variable. Donc essentiellement ce qu'on s'autorise à faire maintenant, c'est de quantifier sur les sortes. Donc avant on n'avait que des sortes closes, voilà. Et maintenant on a des variables de sorte incroyables, non? Et donc ça permet de partager le code de manière complètement triviale, parce qu'on dit, j'écris du code sorte polymorphe, et je sais qu'il va être valide dans tous les univers. Donc comme ça, on va pouvoir passer, une fois qu'on a prouvé quelque chose dans cette théorie neutre, on peut l'ajouter trivialement à une théorie dans laquelle on a supposé la strictitude ou bien l'univalence, et ça va marcher. Alors évidemment, le truc que je colle sous le tapis, c'est que l'interaction entre les sortes, c'est assez compliqué, mais je n'ai pas le temps pour en parler, donc je ne vais pas en parler. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, même pour des choses qui sont triviales d'un point de vue logique, il y a encore pas mal de mouvements dans les fondations, justement pour justifier ce genre d'expressivité linguistique et non pas logique. Voilà, et alors pour le dernier point dont je voulais parler, c'est en fait ce sympathique diagramme que j'avais écrit tout à l'heure, là, vous pouvez l'oublier. C'est pas ça le focus, c'est hors de la boîte. Donc là, il y a une boîte invisible que je n'ai pas représentée, et on va tenter de penser hors de la boîte, parce qu'en fait, j'ai menti. Tout ce dont je vous ai parlé juste avant, c'est une vision extrêmement biaisée de quelqu'un qui fait de la théorie des types. Mais quand vous faites des assistants à la preuve, alors vous remarquerez qu'il n'y avait pas le mot assistant à la preuve dans l'énoncé du colloque, mais c'est sous-entendu. Donc il y a quand même quelque chose à constater, c'est qu'un assistant à la preuve, c'est pas juste une théorie des types. Il y a beaucoup de choses dans un assistant à la preuve, mais genre vraiment beaucoup. En fait, quand on regarde par exemple l'implémentation de ROC, l'essentiel du code, elle n'est pas du tout dans la théorie des types, donc ça c'est ce qu'on appelle en général le noyau. Mais en fait, vous avez plein de couches concentriques, là, comme ça, où on dit, on a étendu le noyau avec des tactiques, on a des règles d'inférence de type, des tactiques pour faire des preuves, il y a les bibliothèques développées par les utilisateurs, donc c'est vraiment une espèce d'écosystème. Alors oui, là, il y a les interfaces utilisateurs qui flottent aussi par là. Donc il y a vraiment beaucoup de choses dans l'assistant à la preuve, et en fait, la théorie des types sous-jacente, c'est somme toute une portion relativement congrue. Donc là, il y a vraiment une dissonance cognitive avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, ça tombe bien, parce que, encore une fois, les informaticiens ont de l'avance sur les mathématiciens. On connaît bien ce genre de problème. Et je vais vous parler d'un travail que je trouve absolument remarquable, qui s'appelle alors, je sais pas comment on dit, le quadriciel en français. C'est très moche comme mot. Le quadriciel IRIS. Donc, essentiellement, IRIS, c'est une sorte de logique de séparation qui vit au-dessus de Coq. Alors, d'un point de vue implémentation, si je rentre un peu dans le bas niveau, ça ressemble à une espèce de modèle de préfaisceau, un peu. Mais d'un point de vue de haut niveau, ça ressemble vraiment à ce que j'appellerais un mode de preuve pour votre jeu vidéo favori, qui est sans aucun doute ROC. Et en fait, ça ressemble un peu à ça. Alors, donc ça, je vous ai mis une capture d'écran de ce à quoi ça ressemble l'interaction avec le framework Iris. En fait, ces petits sagouins, ils ont hacké un système de notation
et de tactiques complètement ad hoc pour vous donner l'impression d'avoir un raisonnement dans un mode de preuve. Donc là, vous voyez, donc ça, ces barres-là, alors attendez, où est-ce que je suis? Ça arrive que j'arrive à parser. Elle est où? Donc ça, ces barres, les doubles barres là, ça, c'est les barres de Coq. Ça veut dire que ça, c'est un but de Coq. Mais en fait, ces barres-là, avec un carré et une étoile, c'est un système de notation. Alors là, vous voyez, vous avez des espèces de chaînes de caractères avec des 2 points, machin. Vous avez l'impression d'avoir un contexte de preuve et de faire des preuves habituellement. En fait, pas du tout. Tout ça, c'est des notations qui sont compilées vers du rock standard. Et vous avez l'impression d'être en train de travailler dans un mode de preuve alternatif, alors qu'en fait, tout ça, c'est que des notations accouchées dehors, sur lesquelles vous pouvez raisonner avec des tactiques qui sont complètement dédiées. Donc, en fait, ils ont vraiment fabriqué une espèce de mode pour rock, où c'est pas du tout de la théorie des types habituelle que vous faites, vous êtes en train de faire une logique de séparation, et tout ça, c'est compilé vers Coq. Donc, toutes les tactiques, le machin, tout ça. Donc, c'est vraiment un boulot très intéressant, je trouve. Donc, ça, c'est vraiment... on en est encore un peu aux prémices, hein, on voit que c'est un peu du hack, mais le monde auquel je rêve, en fait, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup plus de quadriciels de ce genre-là au-dessus de votre assistant à la preuve favori, donc lequel qu'il soit, dédié à votre domaine des mathématiques favori, afin de pouvoir faire des preuves et de manipuler les objets le plus nativement possible, sans jamais vous poser trop de questions sur l'assembleur qui est en dessous. Donc il faut faire attention, parce qu'évidemment on peut se tromper, il faut faire attention à ce que fait l'assembleur quand on a des problèmes de bas niveau, mais le plus possible, il va falloir être capable de raisonner de la manière la plus synthétique possible, sans jamais trop se poser de questions, et donc de passer cette espèce de voile du bas niveau, où là vous aviez la théorie des types habituelle, et pour arriver dans une espèce de sphère supérieure des mathématiques de très haut niveau. Donc là, voilà, je pense que vous sortez de cette pièce, et immédiatement vous allez tenter d'implémenter un mode pour votre assistant de preuve favori et votre théorie mathématique favorite, afin de vous rendre votre vie beaucoup plus sympathique. Voilà, donc une conclusion très rapide. Donc, je pense que le multilinguisme, en fait, c'est quelque chose d'intrinsèque aussi bien en mathématiques qu'en informatique, et que encore aujourd'hui, on fait semblant que ce problème-là n'en est pas un, mais c'est quelque chose qui devrait être critique pour le futur des mathématiques sur ordinateur, et ça va prendre beaucoup de temps et demander une interaction non triviale entre mathématiciens et informaticiens. Voilà, je pense que j'ai fini. Merci.